Alors, il nous reste 10 minutes d'émission et vous pourriez légitimement nous dire mais enfin, il annonce la symphonie du Nouveau Monde dans la séquence agenda et puis elle n'est pas diffusée, mais que se passe-t-il? Eh bien, la bonne et simple raison, c'est que Colin, dans sa rubrique L'Opus à l'oreille que nous allons retrouver exceptionnellement pour cette fin d'émission, évoque tout simplement cette célébrissime symphonie numéro 9 et il fait aussi un parallèle avec les missions de la NASA, comme c'est étrange. A très bientôt sur Radio G, à très bientôt dans Post Classique. Je vous laisse en compagnie de Colin. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Vous vous êtes déjà demandé quelle musique voyagerait si loin qu'elle pourrait être écoutée sur la Lune? Non? Eh bien vous êtes parfaitement normal. En revanche, c'est bien de cette œuvre-là que l'on va parler. Celle que Neil Armstrong a emmenée avec lui sur sa mission Apollo 11, la symphonie du Nouveau Monde. Peu de symphonies peuvent se revendiquer d'être littéralement universelles, au point de conjuguer plusieurs univers musicaux, tout en étant d'une accessibilité remarquable. La 9e symphonie, dite du Nouveau Monde, est écrite en 1893 par Anton Dvorak. Mais alors, pourquoi ce titre? Eh bien, à l'été 1892, Dvorak, alors au sommet de son art, se voit proposer quelque chose de tout à fait unique. Le genre de casque qui ne se présente qu'une seule fois. Enfin, après de nombreux refus, ça a marché, quoi. Janet Thurber, riche femme d'affaires et passionnée de musique, proposa plusieurs fois au compositeur qu'elle admirait tant, donc Anton Dvorak, de venir occuper la place de directeur du Conservatoire de New York, qu'elle venait de créer en 1885. Son idée était simple, mais ambitieuse. Ramener un compositeur adulé de tous pour venir y fonder une musique nationale américaine. Pas une mince affaire, hein. Mais Dvorak était clairement la personne qu'il fallait pour ce projet, lui qui avait déjà créé littéralement la musique alliant folklore et savant pour la musique tchèque. Et là où pour moi l'inspiration est la plus douce, tout en étant aussi la plus frappante, c'est avec ces dumka. Ce sont des danses traditionnelles tchèques, lentes et très souvent mélancoliques, qu'il a réussi à intégrer, et on en trouve un très bel exemple de cela, dans son second quintet pour piano. Et donc cette proposition de Miss Thurber, il allait finir par l'accepter. Bon déjà parce que le salaire était plutôt pas mal, mais aussi au vu du challenge qu'il attendait. Il partait donc pour le nouveau continent en 1892 et attaque dans la foulée la composition d'une nouvelle symphonie, sa 9e. Mission plus qu'accomplie, puisque Dvorak comprit tellement la musique traditionnelle américaine qu'il en est devenu littéralement amoureux instantanément. Mais c'est quoi la musique typiquement américaine alors? Eh bien c'est la musique noire, la musique des chants de coton ou Negro Spiritual, première racine de ce qu'on connaîtra nous par la suite au XXe siècle, à savoir le gospel et le blues. Et enfin, la musique traditionnelle amérindienne. Avant qu'ils ne soient tous remerciés de bien vouloir quitter le pays dans les plus brefs délais. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, Dvorak intègre tous ces éléments dans cette même symphonie. La musique noire, la musique indienne et sa musique qui était déjà un mélange entre savant et folklore tchèque. Plusieurs exemples à vous donner pour le côté noir américain. Les gammes employées sont celles des gospels et des blues, donc des gammes pentatoniques. Et rien que le thème du 4e mouvement qu'on a entendu au tout début est vraiment comme ça. Mais c'est encore plus flagrant avec une de ces transformations plutôt vers la fin du mouvement. Et pour la musique traditionnelle des Indiens d'Amérique, Dvorak s'est inspiré d'un livre qu'il connaissait très bien. C'est le chant de Hiawatha de Longfellow. Et les 2e et 3e mouvements de sa symphonie s'en inspirent directement. Et pour ce dernier, il va représenter une scène de fête pendant laquelle les Indiens dansent en rond autour d'un feu.
Et pour le second mouvement, très connu, mais aussi très beau, on retrouve une mélodie très proche des gammes indo-américaines. Et avec un corps anglais pour nous chanter tout ça, c'est... Et en ce qui concerne le premier mouvement, c'est un peu déjà la synthèse de tout ça, comme un rêve prémonitoire des mouvements qui viendront après. On a tout, du thème épique, ultra symphonique. Des rythmes typiques américains. Des mélodies indiennes. Pas étonnant que l'œuvre eut un succès colossal, qui encore aujourd'hui fait de cette symphonie l'une des plus jouées de tout le répertoire classique. Et vous vous imaginez bien, une telle œuvre a suscité quand même pas mal d'imagination de la part des autres, et notamment beaucoup de reprises. Comme par exemple, pour n'en citer que deux, prenez Initial BB de Serge Gainsbourg par exemple. Dans l'eau de Seltz. Ou encore autre chose que j'adore, alors là on est plus dans le domaine du clin d'œil, mais le thème des Dents de la Mer est directement inspiré par le début du quatrième mouvement de la symphonie du Nouveau Monde. Et ouais, je vous mets les deux à suivre, vous allez voir, c'est plutôt flagrant. Voilà, c'est tout pour cette chronique. J'espère que vous en savez un peu plus sur une œuvre qui a quand même atterri sur la Lune. Et c'est tout également pour cette émission d'aujourd'hui. Voilà, Pause Classique est désormais terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G.